bonjour. Voilà, je m'appelle Bruno H, je suis directeur de la Maison de l'Emploi et de la Formation d'Ardèche Méridionale. Alors, peut-être un petit mot d'introduction sur l'outil Maison de l'Emploi, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse dans la salle. J'ai fait le test ce matin, je peux refaire ça aujourd'hui. Qui a entendu parler des maisons de l'emploi? Beaucoup plus de monde. Voilà, on va faire très court. Ah ouais, donc, alors on va faire très court, 200 maisons d'emploi en France. Ce sont des outils qui ont été mis en place suite à la loi Borloo. Ils regroupent toujours une collectivité locale, l'État, Pôle emploi et d'autres acteurs. Donc, on va voir lesquels pour l'Ardèche méridionale. Ce sont des outils qui permettent de travailler sur la mutualisation d'actions, la mise en synergie des actions en faveur de l'emploi et de la formation sur les territoires. Et depuis fin 2009, il y a un nouveau cahier des charges aux maisons de l'emploi qui met en évidence le caractère fédérateur en fait, des maisons d'emploi à travers la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau territorial. Et on va justement voir comment ça s'applique sur le plan d'action croissance verte. Alors, on va peut-être revenir sur le diapo précédent. Désolé. Puisque donc là on présente très rapidement la maison d'emploi et de la formation de l'Ardèche méridionale. Donc l'Ardèche, c'est à mi-distance entre Lyon et Marseille, sur la rive droite du Rhône. La maison d'emploi et de la formation, c'est la moitié sud du département, 136 000 habitants, 178 communes, 3170 km². La collectivité fondatrice, dans notre cas, c'est le pays d'Ardèche méridionale. Il y a des maisons d'emploi qui sont portées par des communautés de communes, des communautés d'agglo. Pour nous, c'est le pays d'Ardèche méridionale. Donc, aux côtés de l'État, Pôle emploi, la région et le département. L'originalité des maisons d'emploi, ça se retrouve dans la note, c'est qu'il y a une gouvernance qui associe les acteurs institutionnels, associatifs et économiques. Et ça va être particulièrement important sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau territorial. Au niveau économique, on a au niveau du bureau de la maison de l'emploi les deux chambres consulaires, la CCI et la chambre des métiers. Donc vous voyez que l'idée c'est d'avoir vraiment une articulation des dispositifs de programmation État, région et pays en faveur de l'emploi local et pour répondre à des problématiques qui se posent sur le territoire. En gros, il ne s'agit pas de faire mieux à la place, mais de faire plus avec. Clairement pas un étage de plus à l'accuser qui en comporte déjà un certain nombre. Voilà. Le plan d'action croissance verte filière bâtiment, en fait, il est issu du Grenelle de l'environnement. Donc, à l'époque, il y avait un certain nombre d'actions qui ont été pointées par un certain nombre d'acteurs, notamment des actions par filière. Et puis, il y avait une action au niveau des territoires pour voir comment les territoires devaient s'approprier cette problématique et comment pouvait se traduire la montée en compétence des acteurs des différentes filières concernées. Il y a eu un appel à projet national au niveau des maisons d'emploi de France, et il y en a 33 qui ont été retenues, enfin 3 d'abord, 30 après, pour mettre en place ce plan d'action. Et donc en 2010, dans notre cas, il y a eu un diagnostic fait par l'Observatoire régional du bâtiment qui a travaillé dans une démarche originale, à savoir essayer de voir quels étaient les marchés impactés au niveau de la filière bâtiment par rapport aux préoccupations de performance énergétique et qualité environnementale. Et le diagnostic a montré qu'il y avait une évolution des marchés très sensible dans le domaine, même si globalement les marchés à horizon 4-5 ans étaient sur un même chiffre d'affaires, la part consacrée à la performance énergétique passait de 18 à 35% dans ces marchés. D'où derrière des questions d'évolution des compétences de la part de la filière bâtiment. Voilà, donc trois points. Anticiper et accompagner les évolutions liées aux décisions du Grenelle de l'environnement qui impactent le marché, les métiers, les compétences, secteur du bâtiment. Alors dans notre cas, territoire très rural, la filière c'est 2200 salariés, 1300 entreprises, dont 97% moins de 10 salariés. Donc vous voyez tout de suite que la problématique de diffusion des connaissances, puisque aujourd'hui c'est ce qui nous intéresse dans l'atelier, va se poser de manière très, très forte, parce que derrière, on ne touche pas de la même manière des entreprises qui ont 50-100 salariés
avec par exemple des bureaux d'études intégrés, et puis des artisans qui vont, eux, irriguer tout le territoire. Donc deuxième point, mobiliser tous les acteurs locaux susceptibles de contribuer à cet accompagnement. On est vraiment sur un plan d'action partenarial avec donc, les collectivités locales, les chambres consulaires, et là on fait un focus très fort sur les organisations professionnelles, CAPES et FFB, parce qu'elles font déjà beaucoup de choses dans le domaine. Simplement, dans le cadre de ce plan d'action territorial, on essaye vraiment de croiser cette approche filière avec le plan d'action sur le territoire, les besoins du territoire. Les associations, donc Pôle Énergie, qui est un espace info énergie FIBOIS, les organismes de formation, Salle publique de l'emploi. Donc l'idée c'était qu'il y ait un plan d'action partenarial qui soit monté sur l'année 2010. Donc ce plan d'action il a été fait et il comprend une vingtaine d'actions de sensibilisation, de formation, d'information pour assurer les enjeux liés à l'évolution des métiers et les compétences. Donc on est dans la fin de la deuxième année de ce plan, il reste encore une troisième année. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples tirés de ce plan d'action. Donc les premiers exemples, ce sont les actions de sensibilisation. Alors la Maison d'emploi et de la formation a réalisé des portraits métiers, donc avec d'ailleurs la Chambre des métiers, sous forme de fiches et diffusés dans les radios locales. Donc vous voyez l'exemple là d'un portrait métier, c'est une charpentière à la Baume, sous forme d'interview, avec derrière des renseignements sur les parcours de formation possibles. L'interview de cette personne passe aussi à la radio et est disponible sur les sites internet. Donc on est là sur la question d'attractivité, d'une meilleure attractivité des métiers dans le bâtiment. Deuxième action, réalisation d'un film de sensibilisation des professionnels à la RT 2012 à partir d'exemples locaux, parce qu'il en existe un certain nombre des films de sensibilisation à la RT 2012. Là, l'idée, c'était de montrer que à partir d'interviews de professionnels locaux, à partir de chantiers locaux, il y avait un territoire qui commençait à s'organiser et il fallait le faire savoir aux autres artisans qui étaient pas dans le film et puis aux collectivités locales aussi. Troisième action, organisation tous les trimestres d'un 5 à 7 de l'éco-construction à destination des artisans et des maîtres d'œuvre. Alors, les 5 à 7 d'éco-construction, c'est un concept qui a été initié par la Loire, l'interprofession du bois dans la Loire. Il y a d'ailleurs une charte d'utilisation du terme. Et c'est un concept qui est intéressant parce que entre 17h et 19h, d'où 5 à 7, il y a une intervention d'un professionnel, d'un expert très pointu au niveau technique. Exemple de thème, c'est transfert d'humidité en rénovation de bâtis anciens ou le système bois-béton. Donc c'est des sujets très techniques qui vont apporter une connaissance à des artisans. Et puis il y a une deuxième partie de réunion où les artisans et les maîtres d'œuvre peuvent échanger de manière conviviale pour voir quelles peuvent être derrière les coopérations possibles dans le cadre de chantiers à venir, par exemple. Deuxième type d'action, c'est les ateliers d'études de cas qui sont traités. L'objectif, c'est de favoriser le dialogue entre les différents acteurs qui souhaitent utiliser les clauses environnementales dans la commande publique. En fait, les marchés publics, c'est un levier énorme pour que ces questions de performance énergétique puissent être traitées et puissent être un levier pour faire monter en compétence les artisans. On peut très bien mettre en place des marchés publics avec une obligation de formation d'un ou deux jours, par exemple, parce que ça s'est fait sur certains marchés, obligation de formation des artisans sur les enjeux de la RT 2012, la nécessité d'une meilleure coordination entre les différents corps de métier. Voilà, donc ça a été fait sur certains marchés, ça peut être développé et c'est intéressant parce que du coup, c'est aussi une manière de toucher les professionnels dans le cadre de la réalisation de marché. Dans le cadre de ces ateliers, justement, on sensibilise à la manière dont les appels d'offres peuvent être réalisés à travers des rencontres qui associent les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises sur des études de cas précises. On n'est pas là dans le cadre de la réalisation d'un marché, on est dans le cadre d'études particulières et du coup,
ça permet de travailler sur une certaine approche commune du problème et par exemple les maîtres d'ouvrage peuvent mieux se rendre compte des contraintes et des opportunités des maîtres d'œuvre et des artisans. Quand on travaille par exemple sur l'utilisation du bois local dans la construction, ils peuvent du coup voir après ces ateliers que sous certaines conditions d'inscription dans les marchés publics, il est intéressant de prévoir la possibilité de mettre en œuvre certains types de bois qui vont du coup profiter à des entreprises locales. Voilà, donc c'est tout ce travail-là qui est fait dans le cadre de ces ateliers. Voilà, ça c'est l'exemple du bois local. Un autre type d'atelier, un autre type de cycle d'atelier, groupement d'entreprises et performance énergétique. Comment on fait en sorte que les appels d'offres puissent permettre derrière des groupements d'entreprises, si on n'y fait pas attention, vous pouvez très bien rédiger des appels d'offres en tant que collectivité locale qui vont exclure les groupements d'entreprises par rapport à certains critères qui sont mis ou pas mis, des normes qui sont indiquées ou non indiquées. Donc c'est tout ça qu'on essaye de travailler ensemble dans le cadre de ces ateliers. Troisième action qui est en cours, hein. Donc pour le coup celle-là elle n'est pas du tout terminée parce que c'est compliqué. C'est l'animation d'un réseau d'entreprises. Alors, c'est parti d'une étude préalable à la mise en place d'une structure intermédiaire. Alors, pourquoi on appelle ça structure intermédiaire? Ça ne veut pas dire grand-chose, structure intermédiaire, mais c'est l'interface entre l'offre et la demande. Donc, l'offre des professionnels, hein, des artisans, et la demande des collectivités locales, notamment par rapport aux politiques de rénovation de l'habitat. Il faut arriver à faire en sorte qu'il y ait un croisement possible entre cette offre et sa demande pour que les politiques de l'habitat puissent profiter aux entreprises locales et que du coup il y ait une structuration de la filière par des actions de formation, par des possibilités de groupement et du coup c'est l'emploi local qui est gagnant à la fin quand l'offre et la demande réussissent à se rencontrer. Donc, cette action est d'ailleurs partie d'une opération exemplaire dont vous avez sans doute entendu parler l'année dernière dans les rencontres des postes. C'est ce qui a été fait sur BioVallée avec l'opération d'Aurélie. Donc on est le territoire en face du Rhône, on s'en inspire, on travaille aussi avec eux pour voir comment cette expérience peut être dupliquée ou en tout cas comment on peut s'en inspirer. Alors, la différence, par contre, chez nous, c'est qu'on travaille à ce que cette animation puisse être portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat, parce que derrière la Chambre des métiers et de l'artisanat, il y a la CAPEB et il y a l'EFFEB. Et là, nous, c'est notre souci constant de pouvoir associer les organisations professionnelles de manière à ce qu'elles puissent être quelque part un peu renforcés dans leur champ de compétences et du coup, alors c'est pas facile, hein, vous vous rendez compte que parfois il peut y avoir des questions de concurrence, mais quand on travaille justement dans ce cadre partenarial avec un comité de pilotage très large, on essaie de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens et que du coup derrière les formations FIBAT, par exemple, puissent être démultipliées sur le territoire, parce qu'il y aura les marchés en face pour les groupements d'artisans qui vont pouvoir arriver. Donc voilà, deux conditions. L'appui des organisations professionnelles, qu'appelle FFB, pour que fonctionne cette animation du réseau d'entreprise. Là, on en a parlé. Et puis l'appui des collectivités locales à travers les politiques publiques de l'habitat. Parce que les organisations professionnelles nous disent c'est très bien qu'il y ait ces groupements d'entreprises, mais derrière, il faut aussi qu'il y ait des marchés pour que les artisans puissent se former, puissent acquérir des nouvelles compétences. Et donc, il faut absolument que les collectivités locales, quand elles mettent en place des OPH, des programmes intégrés généraux, des PIG, elles aient conscience de la possibilité offerte à des entreprises locales de répondre à ces travaux. Voilà, donc on est vraiment sur l'articulation entre l'offre et la demande, j'allais dire plus sur une notion d'interface. Et c'est ce qui fait la difficulté du projet, hein,
mais c'est aussi tout ce qui fait son intérêt. Voilà. Peut-être un mot sur le projet BUS au niveau européen, puisque bon, là vous avez eu un exemple en quelques mots d'un plan d'action mené par une des 33 maisons de l'emploi en France. Il faut savoir que donc le réseau national des maisons de l'emploi, AVE, en partenariat avec l'ADEME et le CSTB, et il y a aussi d'ailleurs des organisations professionnelles comme la CAPEB et la FFB, travaillent à un projet européen qui s'appelle le projet BUS. Alors BUS, c'est Build Up Skills. Tout à fait. Voilà, qui consiste à voir quels sont les leviers pour qu'il y ait une montée en compétences des cols bleus. Je suppose que c'est le terme adéquat qui est employé dans le projet, sur la transition, oui, c'est la transition énergétique, mais c'est plutôt sur la performance énergétique et la qualité environnementale. Donc il y a un certain nombre de groupes de travail qui se réunissent, il y a une feuille de route qui va être déposée courant d'été, puis on verra derrière comment ça va se traduire en action pour les organismes de formation.